retravaillent sur les tests et son programme. Dès 2006, ils avaient toute la trame de notre projet, parce que entre la trame du projet, le sortir, choisir le bon mot, qui plaide à tout le monde, à toutes les sensibilités, quand vous mettez autour de la table Jean Vincent et Raymond Cadeau, par exemple, qui étaient là pour les FSGT, je peux vous dire que c'était pas simple quand même. Quand vous mettez l'UXEL d'un côté et l'UNSS, c'est quand même été pas simple. Mais à un moment donné, je crois que dans l'intérêt de l'enfant, toutes les fédérations se sont entendues. Et bien l'éducation nationale a dit, bah non. La deuxième fois, changer le ministère, elle dit bah, qu'il n'en est pas question. Et c'est à cette occasion-là, c'est-à-dire, mais écoutez, vous appelez ça un savoir nager sécuritaire, n'oubliez pas que dans les statistiques, eh bien, ce sont les gens qui savent nager qui se donnent le plus souvent. Entre autres, hein, voilà. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de problèmes, mais si déjà les professionnels que vous êtes, l'ensemble des fédérations qui à la limite reprennent souvent le relais d'un travail que vous avez fait en amont d'apprentissage de natation, on s'entend sur ce que peut être un savoir nager, parce que ça va servir à tout le monde, aussi bien à la voile qu'au canoë, qu'au surf, qu'à la natation ou qu'à la plongée, on pouvait... Ça se fait très bien. Je suis tout à fait d'accord. La majorité des gamins viennent à la piscine dans le milieu scolaire. Le responsable pédagogique reste enseignant. Reste l'enseignant. Donc, les tests que l'on fait passer sont les tests de l'éducation nationale. Tout à fait. Ben, si vous regardez bien les tests et vous regardez bien ce qu'on propose, vous verrez qu'il y a quand même une similitude. Il y a une grande similitude. C'est bien. Voilà, on va pas. Il y a une grande similitude. Mais effectivement, l'éducation nationale réagit différemment. Il n'y a pas de piscine dans toutes les, à proximité de toutes les écoles. Ils ont des difficultés aussi pour pouvoir présenter des piscines. Il y a un problème de créneau horaire. Donc, que le savoir nager soit 1,50 m, ça pose souci. Voilà. Et ça, je peux l'entendre. Je peux l'entendre qu'à la fin du primaire, pour le savoir nager de 50 mètres, c'est une grande difficulté. Que ça supposerait que les enfants viennent à la piscine depuis beaucoup plus longtemps qu'ils n'ont accès aux équipements, puisque on sait bien qu'on est dans des conflits d'usage entre les différentes associations et les piscines. Les directives aussi. Les directives. Oui, mais les directives... Non, mais même si elles sont diplômées, ça reste quand même une priorité sur les cycles. Avec un stage simplement pour les cycles 3. Donc un stage de lycéen, c'est un problème. Ouais, Fred, je suis désolé, mais le temps est compté. Si on veut écouter les deux autres intervenants, ça va être chaud. On verra à la fin. Non, mais c'est pas vrai. Mathieu. Alors moi, la question qui m'a été posée, c'est d'évoquer avec vous la prévention et ou la protection, ces deux thématiques, et comment ces deux notions ont été intégrées dans le programme de formation des nouveaux diplômes du ministère chargé des sports. Donc je vais essayer de répondre assez brièvement à cette question, et après on pourra échanger sur ça. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur ces deux termes. Hein. Ils ont été définis tout à l'heure en introduction par Pascal. La prévention, c'est l'attitude ou l'ensemble de mesures à prendre pour éviter qu'une situation ne se dégrade ou qu'un accident ne survienne. Hein. On l'a entendu dans diverses interventions. C'est par exemple demander aux personnes de ne pas courir, ça peut être aussi ne pas faire d'apnée, ne pas faire de salto, tout un tas de consignes que les maîtres nageurs par exemple peuvent donner au personnel pour faire respecter le règlement intérieur et pour prévenir de l'accident. Si on revient sur la protection aussi, là on
pourra en discuter hein, parce qu'il y a pas mal de définitions. La protection se rapporte à l'action de protéger, à veiller à ce qu'il n'arrive rien, empêcher qu'un accident ait des conséquences dramatiques. Ça, c'est comme ça que Pascal l'a défini ce matin dans son intervention. On a évoqué que c'était les compétences en sauvetage et en secourisme, mais c'est aussi la protection intrinsèque, les antidérapants intégrés dans les carrelages des piscines, par exemple, tous les principes de surveillance qui apparaissent dans le POSS. Ça pourrait être aussi dans d'autres cadres, les barrières des piscines privées, ou pour les professionnels, par exemple, les protections auditives quand on est dans un environnement bruyant, les masques, les équipements de protection individuelle, et autant de mesures comme ça qui sont destinées à protéger les personnes. Pour parler du sujet qui m'a été confié, j'évoquerai le cas de 2 nouveaux diplômes, puisque vous savez que depuis 1999, le ministère chargé des Sports a lancé une rénovation de l'ensemble de ces diplômes. On est sur cette année, sur la dernière année où le BESAN que tout le monde connaît est mis en œuvre. Hein, à partir du 31 décembre, il sera abrogé. Et il y a eu une période de tuilage où on a les anciens diplômes et donc les nouveaux diplômes qui apparaissent et qui sont en train de se mettre en place partout en France. Et donc je vais m'appuyer sur le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le BPGEPS, activité aquatique et de la natation. Hein. Et je vous parlerai éventuellement du certificat de spécialisation sauvetage et sécurité en milieu aquatique, qui est un complément de formation sécuritaire hein, qui se traduit par une certification qui permet aux titulaires du diplôme d'État, c'est-à-dire le diplôme au-dessus du BP, hein, le diplôme d'entraîneur ou au diplôme d'État supérieur, d'avoir des compétences sur la sécurité et de porter le titre de maître nageur sauveteur. Il y a quelques années, c'est assez récent, le ministère a sorti CDE, CDES, en natation, en water-polo, en plongeon et en alt-synchro. Hein. Ces personnes-là n'ont pas le titre de maître nageur sauveteur. En allant chercher en complément de leur diplôme un certificat de spécialisation, ils acquièrent des compétences dans le domaine de la sécurité et du sauvetage et obtiennent le titre de maître nageur sauveteur et sont soumis à révision quinquennale, hein, comme vous, et comme l'ensemble des professionnels. Hein. L'équivalent de ce certificat de spécialisation sauvetage et sécurité en milieu aquatique, d'ailleurs c'est le même texte hein, qu'il a créé dans le monde universitaire, c'est l'unité d'enseignement sauvetage et sécurité en milieu aquatique, qui permet aussi à certains diplômés de l'université d'avoir le titre de maître nageur sauveteur, hein, et je pense notamment à ceux qui sont en licence pro activité aquatique, la licence entraînement ou certains DUST. Voilà. Alors, si je reste sur les cas des diplômes du ministère des Sports, ces 2 compétences, hein, la compétence à prévenir et la compétence à protéger, elles étaient déjà présentes dans les anciens diplômes, on a entendu ça tout à l'heure, hein, notamment dans l'UF4 des formations UF6 en continu, et l'UF6 en continu, l'UF4 en modulaire, donc c'était déjà des choses sur lesquelles on travaillait, mais elles ont été clairement identifiées dans les référentiels professionnels et dans les référentiels de certification des nouveaux diplômes, hein, le BPGEPS activité aquatique et de la natation, et le certificat de spécialisation sauvetage et sécurité en milieu aquatique. J'ai repris dans ces référentiels hein, certains extraits, hein, notamment si on prend le référentiel du BPGEPS AAN, il est clairement écrit, il assure en autonomie les activités dans le cadre de la surveillance et de la sécurité d'un lieu de pratique en utilisant les supports matériels, techniques et réglementaires liés à la prévention et au sauvetage. Si je déroule un petit peu plus loin dans le référentiel de ce même diplôme, il est écrit, il propose des stratégies d'action dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Si je regarde, ça c'est dans la fiche descriptive d'activité, c'est-à-dire que la fiche descriptive d'activité, c'est un inventaire exhaustif qui a été repéré par les professionnels, hein, par toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ces diplômes, et ce référentiel, il liste de manière très précise hein, tout ce qu'un titulaire
du diplôme de maître nageur sauveteur, du BPGEPS AAN, peut être amené à exercer dans différents cadres d'emploi. Donc là, il conditionne le contenu de la formation, parce qu'on va le voir tout à l'heure dans les référentiels de certification, ce sont des compétences qui apparaissent clairement. Donc la prévention et la sécurité, c'est deux dimensions qui ont été intégrées dans les textes cadres. Et le référentiel de certification, il est décliné par rapport à l'architecture des diplômes. Pour les brevets professionnels, il y a 10 unités capitalisables à obtenir pour avoir le diplôme. Il y a un certain nombre d'unités capitalisables qui sont en lien avec la prévention et avec la protection, notamment connaître le public, ça contribue à la prévention, savoir communiquer avec les gens pour leur donner des consignes de sécurité, repérer des conduites à risque chez certains usagers, c'est en lien avec la prévention des accidents. Mais au titre de l'UC9 du BPGEPS AAN, on repère des compétences, je ne sais pas si tout le monde peut lire, mais par exemple, on a EC, ça veut dire être capable. Le titulaire de cette certification, il doit être capable d'évaluer les risques prévisibles liés à la pratique des activités aquatiques. Il est capable d'organiser la sécurité dans tout type de lieu de pratique. Il est capable de produire des éléments nécessaires à l'élaboration d'un POSS, d'un plan de sécurité. Voilà, il est capable de prévenir des risques liés à l'hygiène de l'air, de l'eau. Il est capable de prendre en compte les dispositions pour assurer la sécurité des usagers. Donc vous voyez bien que sur le référentiel professionnel, sur la fiche descriptive d'activité et notamment dans les compétences qui doivent être certifiées dans le cadre de l'UC9, ces deux questions sont importantes et doivent être acquises par le titulaire d'un BPGEPS. Et contrairement aux anciennes formules de diplôme, il n'y a pas de compensation possible. Au BESAN, on pouvait avoir une mauvaise note sur un groupe d'épreuves et avoir une meilleure note sur un autre, et on faisait la moyenne, et si c'était bon, on avait le diplôme. Sur les nouveaux diplômes de type BPGEPS, il faut bien valider chacune des UC, des unités capitalisables, pour obtenir le diplôme. Et là, cette compétence en matière de prévention des risques et d'analyse un petit peu des dangers, elle doit être validée. On retrouve bien sûr ces compétences dans l'autre diplôme que je vous ai cité, le certificat de spécialisation sauvetage et sécurité en milieu aquatique ou l'UE dans le cadre universitaire. Mais pour ce qui nous concerne dans notre CS, c'est des compétences qui apparaissent clairement dans le référentiel professionnel. Gérer la sécurité des activités aquatiques, gérer la sécurité d'un lieu de pratique, porter secours, gérer le poste de secours. On a un certain nombre de ces compétences-là apparaissent clairement. Donc, pour répondre à la question qui est posée, clairement, dans nos nouveaux diplômes, il est de la responsabilité des organismes de formation qui déposent un dossier d'habilitation pour mettre en œuvre une formation BPGEPS ou un certificat de spécialisation sauvetage et sécurité en milieu aquatique, de mettre des contenus de formation qui sont en lien avec les compétences que je viens de vous citer. Il n'y a plus comme avant des épreuves types qui sont normées et qui sont les mêmes partout en France. Chaque organisme de formation propose, dans le cadre d'un dossier d'habilitation, propose des contenus, propose des intervenants qualifiés pour traiter ces thématiques, et le directeur régional habilite un dispositif de formation qui doit bien sûr être en lien avec le référentiel du diplôme visé. Il est aussi de la responsabilité des jurys de déterminer les modalités d'évaluation de chacune des UC de formation du BPGEPS. Là, parmi nous, je vois mon collègue Richard qui préside un jury BPGEPS activité aquatique et de la natation. Et le jury qu'il préside, et que je suis au niveau de la direction régionale,
travaille à partir des propositions de l'organisme de formation sur la capacité et sur les compétences qu'auront les stagiaires à répondre aux compétences visées. Et enfin, dernier point, les services de l'État veillent au respect des dispositions mentionnées dans les textes réglementaires et notamment lors de la procédure d'habilitation des dossiers. Hein, et c'est comme ça qu'on vérifie que ces compétences-là, d'une part, les stagiaires peuvent en bénéficier pendant leur temps de formation, et d'autre part, que les jurys les prennent en compte pour l'attribution des diplômes. Donc, ces notions-là, c'est pour conclure, vous voyez bien que ça a été pensé, c'est intégré, c'est quelque chose même qui est capital dans nos diplômes, et c'est bien le travail des opérateurs de formation que de mettre en œuvre ces contenus et de faire en sorte que nos futurs diplômés aient des compétences sur cette thématique-là. Voilà. Alors, le temps de formation, il est variable puisque c'est l'organisme de formation qui propose une maquette de formation que nous on habilite. Dans le cadre de la formation initiale, il est au moins de 600 heures de formation en centre, mais il y a un élément qui est fondamental dans toutes nos nouvelles formations, c'est l'alternance. Puisque le centre de formation c'est très bien, mais pour les compétences en matière de prévention et de protection, on mise beaucoup sur le rôle de l'entreprise et notamment le rôle que va avoir le tuteur pour apprendre le métier aux stagiaires. Donc il y a une part d'alternance qui est importante, qui peut être alors chez nous c'est entre 400 et 800 heures d'alternance dans l'entreprise, ou dans la collectivité, voilà. Donc voilà. Et on travaille beaucoup, et en tout cas on est convaincu qu'il y a un travail important à faire sur la place des tuteurs, sur leur labellisation, et on est convaincu que leur rôle est très important. C'est pour ça qu'on en tient compte dans les dispositifs de certification, en prenant en compte leur avis et en incitant les organismes de formation à être en relation permanente avec les tuteurs pour éventuellement recadrer les stagiaires et pour informer les tuteurs sur ce qui se fait aussi en centre, qui est aussi que ça ne soit pas que dans un sens, que le tuteur soit vraiment acteur de la formation du stagiaire et soit associé. La notion de labellisation, je n'ai pas compris. C'est un projet, pour l'instant il n'y a rien. C'est un projet de qui, quoi, comment? Alors, la labellisation des tuteurs, ce serait par exemple l'idée que certains tuteurs aient connaissance du dispositif de formation, participent à des temps dans les centres de formation pour connaître la maquette, pour connaître le diplôme, et puissent présenter un certain niveau de connaissance sur le dispositif. Parce qu'aujourd'hui, on a des tuteurs qui connaissent pas forcément bien les nouveaux diplômes jeunesse et sport, qui connaissent pas bien le VP, qui s'investissent pas trop dans la formation. Et on pourrait imaginer que les personnes qui s'investissent régulièrement dans le tutorat de leurs stagiaires, qui participent à des temps de formation, puissent disposer d'un label. Mais c'est peut-être pas une bonne idée, c'est une piste. C'est une idée excellente. Le problème, c'est que la plupart de ces tuteurs sont souvent très infiniment indemnisés. Déjà, quand ils participaient, c'était au niveau du BESA. Pas indemnisé, je suis tutrice, moi je veux pas d'indemnisation. Oui. Quelle chance. Quelle chance. Non, mais indemnisé, souvent c'était pour la fonction publique, c'était un prix Julia de NDI. Ils ont déjà participé au BESA dans les formations, enseignement, entraînement, pratiquement pour pas tout seul, c'est cacahuète. Bien sûr.
On va leur demander un investissement beaucoup plus important, puisque a priori, les futurs DGEPS AAM vont avoir un temps de formation sur le site qui sera de l'ordre de combien 40 avec Au moins 50%. 50%. Donc on va rattacher un tuteur à un stagiaire, et il va dire oui. Et en plus, je vais aller faire des formations, et ensuite, encore une fois, ce sera Linux. J'ai pas dit que ça allait être. Non, moi j'ai du mal à. Y a des... Vous êtes responsable de CESFOR, à mon avis, vous avez non, mais avant de labelliser quelqu'un, on va lui dire merci. Ouais, et ça fait partie du travail des organismes de formation, que de valoriser le travail des tuteurs, hein, et notamment sur le plan financier. Voilà, il y a des disciplines où c'est possible. C'est impossible, on n'a pas le droit de cumuler deux salaires pendant son temps de travail. Dans votre cadre particulier. Et le coût des formations qui sont savoir s'il y a un cumul d'emplois qui sont assignés et accordés. Sur des temps. On pourrait rajouter aussi que si par exemple les stagiaires prennent par exemple sur le temps du MNS par exemple la natation scolaire, le MNS qui devrait enseigner, en plus, ne va pas enseigner. On va rajouter de donc la labellisation, déjà, bon, c'est une très bonne idée, franchement, mais déjà dire merci aux gens parce qu'ils ont fait un travail, c'est déjà pas mal. Hein. On les remercie même pas. Souvent, sur ceux qui sont intervenus en formation de Bézanne, on l'a jamais pris en compte, leur avis, une fois sur 10. Ils remplissaient souvent une petite fiche à la fin du stage. On s'en foutait un petit peu si c'était le stagiaire ou pas. Donc ça, c'est un reproche que vous faites aux organismes de formation avec qui vous traitez. Ah, moi, je ne suis personne. Non, mais le fait que ça, c'est votre cas. Non, mais moi, je vous dis, j'ai rempli X fiches pour des unités de formation 1 et 2 de stagiaires. Je n'ai jamais eu de retour. Bénévolement. Mais je comprends, mais c'est pas... C'est pas voir. Je sais pas. Après, vous êtes de... Je suis dans une principauté. D'accord. Mathieu, juste deux interventions. Oui, alors... Deux petites remarques. Sur le contenu du BP, il faut savoir qu'on était habitué à avoir un Bézanne en un nombre d'heures défini. Le BP, il a un principe essentiel, c'est celui d'alternance pour au moins 50% du temps de formation, ce qui revient à dire qu'effectivement les tuteurs vont être en pleine responsabilité de formation. Et ça, il va falloir à un moment donné le reconnaître. On se rend bien compte que le dispositif, s'il pêche, c'est au niveau de la qualité du tutorat. La deuxième chose, c'est que le tutoré, le stagiaire, il lui est proposé en début de formation, il doit au début faire un test dit de positionnement qui n'a rien à voir avec les tests de sélection que vous connaissez des Bézanne, et qu'à l'issue de ce test de positionnement, on doit lui proposer un parcours individualisé, c'est-à-dire qu'on prend en compte ce qu'il est déjà capable de faire. Donc il peut très bien y avoir des stagiaires Bézanne, des stagiaires BP, qui ont déjà un parcours de nageurs, un parcours où ils ont beaucoup participé au fonctionnement de leur club, etc., qui à ce titre-là peuvent se trouver avec, j'exagère, mais 20 ans. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est par rapport au C3 SMA. Il faut savoir que le C3 SMA, et en particulier en direction des diplômes universitaires, c'est un diplôme qui est quasiment, qui n'est pas forcément validé par un jury. Il suffit donc de valider, par exemple, la présence ou la bonne intervention des stagiaires pendant le temps de formation. Ce C3 SMA est composé de 3 certificats, dont 2 sont obtenus par équivalence directe quand on est titulaire du BNSSA. Connaissant les nouvelles modalités d'obtention du BNSSA et le faible niveau de natation qu'il requiert, il faut savoir que quelqu'un comme moi, qui à aucun moment n'intervient au niveau vraiment du maître nageur, moi je parle qualité de l'eau, traitement de l'air, chimie, etc. Quelqu'un comme moi qui vient et qui déroule 30 heures ou 20 heures son cours sur le chlore de l'eau, à l'issue de ces 20 heures, si on ne fait pas attention, on peut donner le titre de maître nageur sauveteur à n'importe qui ne sait pas nager. Oui, c'est vrai ça. Ah bah, là, j'interviens pour 2 universités parisiennes pour lesquelles avant je montais des modules IF4 et pour des étudiants qui étaient en filière sportive. Et à ce titre-là, je peux vous dire que cette année, j'en ai vu arriver qui ne maîtrisaient même pas les 4 nages, qui n'étaient pas en état de faire 204 nages. Et qui, pire, quand je leur ai fait faire un test de sauvetage, on noyait
le maître nageur qui a servi de m'abatteur. Ce qui veut dire que si je ne les avais pas mis en maillot de bain à un moment donné, ce qui n'était pas utile puisqu'ils avaient un BNSSA, nouvelle formule, ils se retrouvaient maître nageur sans savoir nager. Enfin, je caricature, mais à peine. Donc il faut vraiment être vigilant sur la délivrance de ces 3 SAG. Dernier point. Pour Jeunesse et Sport, il y a un jury pour le CS. Nous, on n'est pas. Mais à la fac, il n'y a pas de jury. Oui, mais là, c'est pour la fac. Ça va être un vivier extrêmement important, puisque pour beaucoup d'étudiants STAPS, le débouché de travail, c'est pas le CAPEX, mais c'est le BPGEPS, activité aquatique, c'est le seul qui donne un boulot. Merci madame. Alors pardon, excusez-moi, je suis à fond, mais je ne pensais pas intervenir, mais merci madame pour tout ce que vous avez dit. Alors, que j'en suis quoi? Donc Jacques Fabre, responsable du département des activités aquatiques à l'UFR STAPS de Bordeaux. Je fais partie des gens qui ont monté une licence activité aquatique entraînement. Je ne me reconnais pas du tout dans votre discours. Entraînement. Tant mieux. Entraînement. Non, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a que les entraînements, pas éduquement ni management, que les entraînements. Donc, je ne me reconnais pas dans votre discours. Je suis sur Bordeaux, pas sur Paris. Je travaille en convention avec le ministère de l'Intérieur, avec la SNSM. On est seul en France à travailler avec les postes de secours. Ils font des stages. Ils sont donc évalués, c'est pas moi qui les évalue, ils sont évalués par les responsables des SRF de la SNSM. Appelez à la vigilance, non, j'ai décrit un cas extrême. Je continue, la France c'est tout le monde, c'est Paris et Bordeaux. En ce qui concerne, ils ont tous fait le nécessaire, nous n'en sortons pas pléthore, parce que nous avons l'obligation de ne pas en faire plus de 10 par université. Moi j'en ai sorti 2. Donc il y en a 2. Monsieur Butet, que vous connaissez, monsieur Butet de la cohésion sociale, est là, vérifie tout ce qui se passe. Donc attention quand vous parlez dans un public, de ne pas traiter tout le monde de la même manière, parce que les universités françaises, alors depuis ce matin, on en entend, on a peur. Non, mais attention, j'ai pas même dit qu'il s'agissait seulement d'être vigilant. Voilà, parce que nous, alors vous pouvez des universités qui délèguent comme les jurys, il faudrait nous les indiquer. Tout ça, je mettrai par écrit. Il nous reste un quart d'heure. Il nous reste un quart d'heure. Je suis désolé, monsieur. Non, mais il reste un quart d'heure. on a parlé que de vigilance. Oui, non, mais menacez pas. La problématique, c'est la prise en compte de la sécurité, de la gestion des D'autre risques. part, le CAPEX, justement, excusez-moi, je ne m'y reconnais pas trop dans toutes les interventions. Je voulais dire à M. Gastou qu'en 2008, il y a quand même une circulaire de 6e qui est sortie disant que la vitesse de savoir nager. Je ne sais pas si l'éducation vous l'a pris ou pas, mais il existe ce test de savoir nager. Il faut le citer dans votre exposé. Oui, tout à fait. D'accord? Et pour terminer, les étudiants qui n'ont que le Est-ce qu'il CAPEX. apporte quelque chose à ce que j'ai dit? Pardon? Est-ce qu'il apporte quelque chose à ce que j'ai dit? Est-ce que ça modifie? Ah oui, parce qu'il n'y a plus le savoir nager sécuritaire d'après le texte de juillet 2011. Il n'y a plus le texte du savoir nager sur 15 mètres. Il n'y a plus le texte du savoir nager sécuritaire. Il y a simplement ce texte Je rappelle que dans les moi j'ai parlé d'élémentaire et du secondaire, j'ai parlé des 15 mètres. Oui, mais bon. Voilà, ça existe toujours. Non. Enfin, vous n'aurez pas laissé entendre quand même que les universités délivrent des diplômes sans jury. Mais surtout pas, j'ai pas dit ça, vous avez une vigilance. J'ai seulement dit à vigilance, parce que ça pouvait être pertinent. Il n'y a pas que le CAPEX. Je vous invite à participer au jury. Que quand on a le bac, on doit rentrer à l'université. Les étudiants sont là, il faut s'occuper de vos enfants comme les miens. Donc nous, en université, on fait ce qu'on peut pour eux. On fait des conventions avec les CRES. On travaille pour que les enfants soient diplômés. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas que le CAPEX ou que le CAPEX ne leur donne pas de métier. Ça fait des choses. Ce qui est faux, parce que cette année, en plus, au CAPES, il y a 650 candidats pour 650 postes pour 1300 candidats. Donc c'est bien de se tenir J'ai seulement dit à vigilance sur la qualité de la délivrance du diplôme. Je rejoins aussi les deux personnes des universités dans la mesure où je suis formateur sur le CS qui est proposé sur les nouvelles licences pro. Et justement, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté par rapport à la délivrance du CS, nous faisons appel à sport pour que tout le monde soit d'accord sur la délivrance. Donc, la priorité sur les universités. Je n'ai pas voulu dénigrer le diplôme, j'ai seulement appelé à la vigilance. Il nous reste. On pourrait faire simple. Non, juste un petit détail. Excusez-moi, on va faire simple. Le BNSSA, il a été inventé en 77 pour aller filer un coup de main en maître nageur, pour aller sur les plages,
faire 300 mètres aller, 300 mètres retour. Cette épreuve a disparu, c'était un 800 mètres par. Déjà, ça prouvait qu'on était un nageur. En deux, le BNSSA, il n'y a pas 204 nages dedans. Or, avec ce CS sécurité, une licence professionnelle, on peut enseigner la natation. On peut enseigner la natation, entre guillemets, sans culture natation. C'est un peu dommage. Voilà, je pense que c'est tout ce que madame a dit. Je crois que le souci, c'est qu'on va peut-être en arriver bientôt à un BNSSA où ils font 12,50 m aller, 12,50 m retour, ils toucheront la tête à quelqu'un. C'est pas ça, ce qu'on remet en cause, c'est le fait non, à un moment donné, c'est sur la délivrance des diplômes. On fait des jurys pour délivrer des diplômes, on ne donne pas des papiers, c'est ça. Après, le contenu, c'est autre chose, ça. C'est simplement sur ce que dit madame sur le délivrance. Alors, on va rebondir sur le BNSSA. Par exemple, donc je peux partir. Je vais vous donner les explications du pourquoi il a été changé. Donc, petit rappel, alors je vais faire vite parce que là, on presse. Effectivement, en 1977, le BNSSA a été créé à la base pour le milieu naturel. Devant la pénurie due à la création du BESAN qui a créé une pénurie gigantesque sur la France, on a autorisé les BNSSA à rentrer en piscine. C'est ça, là. Sous certaines conditions, mais il n'empêche qu'ils sont rentrés en piscine. Et les conditions, c'est un maître nageur à côté en assistance, ou sous dérogation préfectorale, une période de 4 mois maximum ou un mois minimum, sur la période estivale. Toujours est-il que les BNSSA sont rentrés en piscine, ce qui n'était pas l'esprit du texte initial de 1977. Au 1er juillet 2011, il y a eu une réforme. Donc elle est toute récente. Dans ma présentation, je ne vous ai pas dit non plus, mais je fais partie de la commission de réforme du BNSSA au ministère de l'Intérieur. Cette commission est composée de tous les organismes qui assurent les formations BNSSA sur la France. Il y a des pompiers, il y a la SNSM, il y a la Croix-Rouge, la Croix-Blanche que je représente, enfin, il y a tous les organismes. Pourquoi on est arrivé à cette réforme? Tout simplement parce qu'on a estimé qu'un 800 mètres, c'était peut-être pas spécialement probant pour dire qu'on allait être habilité à aller chercher quelqu'un. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire 800 mètres. S'il y a besoin de faire 800 mètres, compte tenu que la règle c'était moins de 13 minutes, inutile de vous dire qu'il faut mettre 13 minutes pour aller chercher quelqu'un, 13 minutes pour le ramener, on va autant le laisser où il est, parce que 26 minutes plus tard, en termes de premier secours, ça ne va pas être terrible. Aujourd'hui, on a d'autres moyens. Donc, on a prévu un tronc commun, on s'adapte à la situation d'aujourd'hui, à savoir qu'aujourd'hui, on peut être en piscine. Et que dans la très grande majorité des cas, c'est la piscine vers laquelle se tournent les BNSSA. Ils sont peu nombreux à se tourner vers le milieu naturel. En termes de civil, je suis civil. Je ne parle pas des pompiers, je ne parle pas des CRS, je ne parle pas des professionnels. Parce qu'ils ne savent pas nager. Exactement. Voilà. Et parce que aussi, on peut être nageur et avoir les jetons d'une vaguelette d'1,50 m. Voilà. On en revient au savoir. Et auquel cas, on est peut-être un cador en piscine, on fait peut-être le 100 mètres en moins de 55 secondes, super. Mais dès qu'on voit une vaguelette, on est au bord de l'évanouissement, on n'est pas fait pour la mer. Et pour autant, on maîtrise peut-être le catenage. Mais ça ne veut pas dire qu'on maîtrise le sauvetage. C'est autre chose, c'est un autre métier. Ceci dit, juste, c'est pas un métier. Juste, en plan d'eau, naturel, mer, c'est bien en majorité les BNSSA. Parce que tout à fait. Plus les pompiers sont tirés. Tout à fait. On est d'accord. Sauf que de plus en plus maintenant, les campings, les hôtels, il n'existe quasiment plus de camping ou d'hôtel qui n'ait pas une piscine, voire 3, 4, 5, 10 piscines. Certes, ils n'ont pas l'obligation d'avoir quelqu'un en surveillance, mais c'est quand même plus rassurant pour celui qui assure la gestion de ces équipements, d'avoir au passage quelques BNSSA par-ci par-là. Donc eux sont aspirateurs de BNSSA, dans des conditions des fois qui sont très limites. On dit à un BNSSA, tu vas surveiller les 10 bassins qui sont là avec les 4 toboggans, les jacuzzi qui dans le coin là-bas. Bon, et si tu as le temps, tu nettoieras le bassin, tu traiteras la flotte et tu soigneras la bobologie. Et tu es tout seul. Bon. Donc 2 modules sur les nouveaux examens BNSSA, avec un minimum de 10 minutes de récupération entre 2 épreuves pratiques.
Donc une épreuve combinée sans matériel, une avec matériel, une action du sauveteur sur la victime, on va les voir rapidement derrière, et un QCM. Donc une épreuve combinée sans matériel, c'est quoi? C'est faire un 25 mètres. Il va démarrer. Oui, il va démarrer. Départ plongé, on fait un 25 mètres. À l'issue du 25 mètres, on touche le mur. On a 5 mètres de surface. On fait 15 mètres sous l'eau. Il n'y a pas de notion de temps. On va toucher le mur. On refait la même distance de l'autre côté, toujours avec nos 15 mètres sous l'eau. On va toucher le mur. On récupère le mannequin qui se trouve au fond. Et on le ramène sur le dernier 25 mètres. Le tout dans un temps qui est de moins de 2 minutes 40. Ce temps, comment il a été mis en place? Ça a été une bataille entre le ministère de la Jeunesse et Sport et le ministère de l'Intérieur, puisque ce même temps est pris pour le CS. Grosse différence entre le CS et le BNSSA, c'est que ce temps au niveau du BNSSA, c'est la sortie, c'est le diplôme. Le CS, ce temps, c'est l'entrée. On n'est pas dans les mêmes choses. Il n'empêche que ça a été une bataille entre les deux ministères et on s'est mis d'accord sur ce temps. Épreuve combinée avec matériel. C'est un 250 mètres à faire en moins de 4 minutes 20. Après le signal de départ, le candidat doit s'équiper. À l'origine, on avait prévu qu'il devait s'équiper forcément dans l'eau. Dans l'esprit d'un sauvetage, on a rarement vu un sauveteur s'asseoir dans le sable, mettre sa terre de panne tranquillement avant d'aller dans l'eau. C'était dans cet esprit-là. C'est toujours des négociations, hein. Quand on fait partie d'une commission, il y a le ministère qui décide des choses aussi en finalité. Hein. Ils ne sont pas toujours dans l'esprit de ce qu'on avait voulu à l'origine. Mais c'est comme ça, il y a un patron. Le candidat parcourt donc 200 mètres en panne de masque tuba. À l'issue, il va récupérer un mannequin qui est au fond et il le ramène sur 50 mètres. Même chose, ce qui a été supprimé aussi, c'est la notion de profondeur au niveau du mannequin. Jusque-là, on avait un mannequin qui devait être au minimum à 2 mètres 40 ou 2 mètres 50, j'ai plus en tête. Sauf qu'il faut s'adapter au terrain. Il n'y a pas de piscine où il n'y en a quasiment plus, où il y a des profondeurs pareilles. Pour des raisons budgétaires, on a diminué les profondeurs. Les profondeurs, c'est 1,80 m. C'est 2 mètres. On a des piscines de 25 mètres par 8 couloirs qui sont à 2 mètres de fond. Donc ça voulait dire que toutes ces piscines étaient éliminées pour toute épreuve BNSSA. Toutes les piscines neuves, on pouvait les éliminer. Ou presque. Sauf celles qu'on avait prévu de faire la plongée sous-marine. Et pour le coup, on se retrouvait à des profondeurs de 3 mètres et plus. Ou 4 mètres et plus. L'action du sauveteur sur la victime, donc c'est ce qu'on appelle les prises de dégagement. Une nage d'approche, une prise de dégagement de face, et puis on sort la victime de l'eau. On effectue un bilan. Alors pourquoi il n'y a plus de premier secours au niveau du BNSSA? La réponse est simple. C'est que le ministère de l'Intérieur, qui gère toute la partie secourisme, a estimé qu'il avait délégué ses pouvoirs aux associations qui ont des agréments pour enseigner les premiers secours et valider les premiers secours. Niveau 2, c'est validé par le moniteur. Il n'y a plus l'examen préfectoral